Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de suivre Espace TV. Bienvenue aux 22h. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce jeudi. Des perturbations de cours attendues demain vendredi dans les institutions d'enseignement supérieur. L'intersyndicat de l'éducation passe à la vitesse supérieure face au refus des autorités de satisfaire leurs revendications, ce en dépit d'une période moratoire accordée à cet effet. Reportage à suivre dans ce journal. Au sommet également, des organisations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme contre les mauvaises conditions d'incarcération à la maison centrale de Conakry. C'est le cas de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous qui appelle les autorités à agir pour limiter des cas de décès dans les prisons guinéennes. Enfin, rendez-vous avec les infos sportives à la fin de ce journal. Ça sera dans la rubrique Jeudi Sport. Voilà pour le sommaire de ce journal. Soyez les bienvenus. À l'entame donc, dans une série de décrets lus ce jeudi soir à la télévision nationale, le chef de l'État a confirmé à leurs postes respectifs les ministres Abdoulaye Magasouba aux mines et à la géologie, professeur Banobari à l'éducation nationale et Mamadou Ballo à la fonction publique. Pour le reste, la quasi-totalité du cabinet et des ministres conseillers à la présidence de la République ont été tous confirmés à leurs postes respectifs. Des perturbations de cours attendues dans les institutions d'enseignement supérieur. Un groupe de syndicalistes réunis autour du SNASUR, du SNE et de la SFPE, Rétor Risso, pas de cours dans les institutions d'enseignement supérieur à partir de demain vendredi jusqu'au 26 janvier. Des perturbations dans le primaire et le secondaire seront aussi effectives lundi. Un avis de grève qui fait suite à l'expiration de la période moratoire de l'intersyndicat de l'éducation. Cela ne laisse pas de marbre le SLEG, une autre structure syndicale qui a aussitôt réagi. Explication d'Ibrilba Lamine Silla. Après les étudiants du public, ce sont leurs enseignants qui montent au créneau suite au non-respect par le gouvernement guinéen de ces engagements. Des engagements qui portent entre autres sur la subvention des trimestres 3 et 4 de l'année 2020, les frais de formation des enseignants-chercheurs. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique invite l'ensemble des travailleurs des IES, CRS, à observer un arrêt de travail de 4 jours ouvrables à compter du vendredi 22 au mardi 26 janvier 2021 inclusivement. La grève, disent-ils, sera reconduite si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le SNE enfonce le clou. Selon son secrétaire général, 72 heures de perturbation seront enregistrées dans le primaire et le secondaire en début de semaine. Et au lieu de 2 mois de primes d'incitation, c'est 1 mois qu'ils vont comme ça pour payer aux enseignants de l'intérieur. Donc nous avons compris qu'il n'y a pas de volonté manifeste. Et comme ils le font, nous invitons les enseignants à récupérer ces 1 mois de primes-là et à continuer le combat. Depuis septembre, le syndicat national de l'éducation réclame le paiement de l'intégralité des primes des encadreurs. Par contre, Amara Mansa, d'une autre structure syndicale, se dit interloqué et dénonce les agissements de ses camarades enseignants. Ils ne sont pas prêts à les accompagner parce que ce n'est pas une grève qui est opportune, ce n'est pas une grève qui est réelle, ce n'est pas une grève qui est sérieuse. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique souhaite aussi que sa grève soit élargie au niveau des universités privées de Guinée. Voilà une menace de grève qui plane donc sur l'éducation guinéenne. Voilà qui nous conduit à la politique. Justement, le chef de file de l'opposition a rencontré la Cour des comptes et le bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi à leurs sièges respectifs. Mamadou Silla a présenté son cabinet et a expliqué les actions qu'il compte mener avec les deux institutions. Les échanges ont porté sur la lutte contre la corruption et la mise en place d'un conseil chargé du dialogue national. Explication Mamadou Boulere Diallo. Cette délégation du chef de file de l'opposition s'est rendue ici d'abord dans les locaux de la Cour des comptes. Après la présentation faite par les deux camps, le président de la Cour des comptes a décliné ses prérogatives. C'est de lutter contre la corruption, de lutter contre le détournement des deniers publics, de remplir correctement le rôle pour lequel la Cour des comptes a été créée. Dans la foulée,
L'un des membres de la délégation du chef de file de l'opposition dit que cette démarche vise à se débarrasser de la vieille classe politique. Nous devons tourner la page à la vieille classe politique qui avait pour habitude la violence, les séquestrations, les accusations. Nous devons quitter cette démocratie bananière à l'image occidentale qui ne fait que, qui nous permet de bavarder. Nous devons quitter le bavardage et nous mettre au sérieux au travail. Ici, à l'Assemblée nationale, la question de la mise en place d'un conseil chargé du dialogue national a été évoquée. L'historique de la fonction du chef de file de l'opposition a été faite par Amadou Damaro Camara, président du Parlement. L'esprit de la loi a été rappelé par le président de l'Assemblée nationale et qui n'a pas manqué de rappeler que l'opposition est d'utilité publique et elle doit être le baromètre pour le pouvoir. Critiquer et puis suggérer dans le but d'améliorer la gouvernance en République de Guinée. En somme, le nouveau chef de file de l'opposition s'estime heureux de sa démarche. On a discuté beaucoup de choses, surtout ce qui est l'intérêt de la nation. Donc voilà, en tout cas, nous on est très satisfaits avec votre équipe. De nouvelles dispositions juridiques sont en discussion pour mieux encadrer la classe politique guinéenne et rendre son activité rentable en faveur de la paix. Dans la foulée de cette rencontre, la loi sur la charte des partis politiques sera bientôt amendée par les députés. La question a été débattue entre le cabinet du chef de file de l'opposition et le bureau du Parlement. Elle vise à renforcer la culture de la démocratie en Guinée, selon la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, nous avons discuté de cela. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que dans les prochains jours, la loi sur la charte des partis politiques sera amendée par la représentation nationale ici. Et cela se fera pratiquement au niveau de la commission des lois et cela suivra tout le processus. Nous allons en débattre en long et en large pour que cette loi soit votée et promulguée par le chef de l'État et qu'elle soit mise en œuvre en République de Guinée dans le seul but vraiment de trouver un terrain d'entente, une démocratie apaisée en République de Guinée pour qu'on se tourne vraiment vers le développement socio-économique tant escompté par nos populations. Djalikatou Diallo, première vice-présidente de l'Assemblée nationale qui s'exprime sur la charte des partis politiques. Il y a un pacte qui nous lie au chef de l'État. Il nous a demandé de voter pour lui. Nous avons rempli notre part de contrat, à lui d'honorer le sien en nous donnant de l'eau, l'électricité et nous construire des routes. Ce sont là des propos des citoyens de Kankan qui ont exprimé leur attente vis-à-vis du président de la République et son premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, au micro de notre correspondant régional. Suivez. Nombreux sont aujourd'hui des citoyens qui ont hâte de goûter aux fruits de gouverner autrement annoncé par le président de la République lors de son investiture pour son premier mandat de la 4e République. À Kankan, le fief traditionnel du parti au pouvoir, le manque d'eau dans les robinets, le délestage récurrent du courant électrique et la dégradation poussée des routes nationales et pistes rurales constituent des préoccupations non les moindres qui tiennent à cœur de nos jours la population. Il y a un pacte qui nous lie au président de la République. Il nous a demandé de voter pour lui et au retour, il fera ce que nous lui demanderons. Donc nous avons honoré notre engagement et lui, à son tour, il doit tout faire pour honorer sa part de contrat en nous donnant de l'eau, de l'électricité et des routes. Nous et nos parents sont tous des RPGistes à 100%. Nous, on n'a pas étudié, on n'a pas de métier. Tout ce qui peut nous aider aujourd'hui à gagner notre survie, c'est de nous aider à trouver des tracteurs. Nous sommes des chercheurs.
Actuellement, nous achetons une balle à 10 000 francs. Donc le président n'a qu'à tout faire pour nous aider à avoir des balles qu'on pourrait acheter à moindre coût. La réconciliation nationale et la création de l'emploi pour la jeunesse sont les attentes de ce jeune diplômé sans emploi du gouvernement. La réconciliation, qui est un facteur très important, et nous attendons à ce nouveau gouvernement l'emploi jeune, parce que vu le constat aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui traînent dans la rue et en chômage, qui sont sans emploi, sans situation, et une situation qui est difficile à consommer. Ali Outoroko Sissi est un jeune informaticien évoluant dans le secteur informel. Il en appelle aussi à l'aide de l'État vis-à-vis des entrepreneurs locaux. Nous attendons de l'État franchement des soutiens financiers. S'il y a des prêts, que l'État nous vienne en aide, que l'État nous prête de l'argent, on travaille et puis on rembourse à l'État avec un taux pas aussi élevé. Reste à voir si cette troisième mandature du président Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays pourrait apporter le changement tant espéré par la population guinéenne en général et celle de la région de Kankan en particulier. Des citoyens de Kankan qui expriment leurs attentes vis-à-vis du pouvoir en place dans ce tellement de reportage d'Alpha Omar Koïta. On en vient à ce élément annoncé au sommaire de ce journal. Des organisations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme contre les mauvaises conditions d'incarcération à la maison centrale de Conakry. C'est le cas notamment de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous qui s'indigne contre les mauvaises conditions d'incarcération à la maison centrale. Après avoir énuméré les difficultés auxquelles ces prisonniers sont confrontés, Maître Frédéric Forumuloa invite le gouvernement à agir pour limiter des cas de décès dans les prisons. Bernard Koundouno, Alseni Kamara. Les conditions de détention des prisonniers à la maison centrale de Conakry inquiètent les ONG de défense des droits de l'homme en Guinée. C'est le cas de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous, qui résume en 4 volets les difficultés auxquelles sont confrontés ces prisonniers. Parmi ces points, la surpopulation carcérale. De nos jours, on dénombre plus de 1800 détenus pour une prévention de 300 personnes à la maison centrale. Le premier problème que nous avons identifié, c'est le problème de la surpopulation carcérale. Et le deuxième problème aussi qu'on a relevé, c'est véritablement la question du manque de nourriture. Sinon, la qualité de la ration alimentaire qui est fournie à la maison centrale. Et le troisième problème aussi qu'il faut pointer du doigt, c'est l'infirmerie, la question de la santé. L'ONG, après avoir dénoncé la lenteur des procédures judiciaires de ces personnes incarcérées, invite l'État à mieux s'investir pour éviter que d'autres personnes ne perdent la vie en détention. L'État doit pouvoir faire face à ces difficultés pour les résoudre. Parce que si ce n'est pas résolu, hélas, nous allons continuer à égrener les morts à la maison centrale de Conakry, ce qui n'est pas bon pour la justice guinéenne, ce qui n'est pas bon pour l'image du pays. Ces derniers temps, des cas de décès sont enregistrés au sein des détenus politiques à la maison centrale. Le président de l'ONG interpelle. Il est important que aussi on puisse regarder de ce côté-là pour si ce sont les conditions de détention de ces détenus qui sont difficiles ou c'est d'autres, en tout cas, essayer de comprendre les causes. Pourquoi est-ce que depuis un certain moment on assiste à une série de décès, surtout des détenus politiques. Le 19 janvier dernier, l'ambassade des États-Unis en Guinée a rendu public un communiqué dans lequel elle exhorte le gouvernement guinéen à respecter les procédures régulières de l'état de droit après la mort de Mamadou Ouri Bari à la maison centrale de Conakry. Le paiement des factures d'eau et du courant électrique devrait commencer à la fin de ce mois de janvier. Paradoxe, l'état d'urgence sanitaire est reconduit pour une énième fois par le chef de l'État. Si certains citoyens sont prêts à s'acquitter de leur devoir civique, celui de payer leurs factures, d'autres ne le sont pas. Reportage Djene Bemba Koulibaly, Lamine Silla. Moi, je ne suis pas encore prêt, dans la mesure où le président de la République a prolongé le couvre-feu. Il doit s'inscrire dans la même posture réellement de laisser le peuple de Guinée
de prendre le prix de l'eau et courant en charge jusqu'à on enlève le problème de confinement là. S'il y a prolongement de couvre-feu, c'est qu'il y a prolongement aussi de non-paiement. Ça n'a pas de souci. S'il prolonge, il doit prolonger aussi le non-paiement. Ça, c'est très clair. Il n'y a même pas de discussion là-bas, quoi. Il n'y a pas de discussion là-bas. Tu prolonges, comment dirais-je, le couvre-feu. Il faut prolonger aussi le non-paiement des factures d'eau et d'électricité. Moi, je suis prêt pour payer les factures de l'eau. Mais ce que le président de la République a fait, ce qu'Alpha a fait, aucun président n'a fait. Même le président des États-Unis n'a pas fait. Ça fait 8 mois qu'on ne paye pas le courant. Ok, capital, ce n'est pas petit à faire. Les Ivoiriens sont faits, et ils n'ont pas fait un mois. Hein. Ils sont annulés tout. Les Guinéens veulent que Dieu n'a qu'à descendre. Je suis prêt à payer tout de suite. Même si vous, les journalistes, vous me donnez tout de suite, là, je vais payer. Je ne vais pas à la maison sans payer. On poursuit ce journal avec cette autre actualité. Les agents du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ont commencé à mettre les croix sous les occupations anarchiques qui encombrent les chaussées. L'objectif consiste à réduire les embouteillages et rendre fluide la circulation. Les occupants des lieux ont une semaine pour quitter. L'opération est diversement appréciée par les populations et les usagers de la route. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Matoto, à l'image des autres communes de la capitale, berce dans les embouteillages interminables, surtout à des heures de pointe. Des embouteillages pour la plupart causés par les occupations anarchiques de la chaussée. Ce jeudi, le ministère de la Ville a entamé une vaste campagne de sensibilisation pour sommer les occupants des emprises de la route à quitter. On a donné une semaine pour demander à tous les citoyens qui occupent ces emprises de les libérer. À partir d'aujourd'hui, c'est le lancement du marquage. On a commencé le marquage dans toutes les communes aujourd'hui. C'est lancé. Boutiques, kiosques de l'auto, ateliers de couture, abris pour groupes électrogènes et même des habitations. Rien n'est laissé au hasard. Cependant, certaines populations n'hésitent pas à mettre une couche de peinture après le départ des agents. S'ils enlèvent, ça n'engage que. Mais en tout cas, ils sont informés qu'ils ont une semaine pour dégager. Cette opération met en branle des services du ministère de la Ville, de l'Environnement, des Travaux publics ainsi que des forces de l'ordre. L'initiative est saluée par les usagers de la route. Si tu vois trop d'embouteillages, c'est à cause des gens qui se sont installés au bord de la route. Ils sont venus jusqu'à occuper, voire même occuper le goudron. Donc quand tu leur dis de quitter sur la route, ils vont commencer à t'insulter, ils vont commencer à te parler mal. Donc c'est normal de cas pire. Contrairement à ce dernier, Ibrahima Kamara, lui, ne partage pas cet avis. Son atelier a été marqué au rouge, alors qu'il dit se trouver à plus d'un mètre de la route. Lorsque moi je faisais ici à la côté de la commune, ils ne m'ont rien dit. J'ai fini d'investir maintenant, ça fait presque 4 ans maintenant, on m'a dit de casser. Bon, voilà le fossé qui est là. Moi je croyais que s'il y a fossé, et puis c'est ma voiture qui est garée là encore. Il y a une distance entre moi et la fosse, une distance de 10 mètres. Hein. Donc je ne comprends pas. Peut-être les gens là, ils sont venus là pour demander l'argent. Cette opération concerne Conakry et ses périphéries, notamment Koya et Dubreka. À Matoto, la commune est répartie en 3 zones et chaque zone dispose de 2 équipes, nous a-t-on indiqué. L'opération continuera-t-elle? En tout cas, celle-ci n'est pas la première à Conakry. Des voix s'élèvent au sein de l'association des importateurs de véhicules d'occasion en Guinée, ce après la publication du décret interdisant l'importation des véhicules de plus de 8 ans. Les distributeurs locaux soutiennent que l'application de cette décision va engendrer assez de conséquences sur leurs activités. Notons tout de même que c'est un décret de plus de 8 ans, les mêmes objectifs, mais jusque-là, sans effet. Suivez la réaction de quelques parquets de la capitale dans ce tellement de reportages signé Alseni Bari, Ali Badra Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. Communément appelé Bruxelles, les véhicules d'occasion en provenance de l'Europe et d'autres continents vont être soumis à une nouvelle réglementation dans le pays. Ce décret interdisant l'importation des véhicules de plus de 8 ans vient s'ajouter à plusieurs décisions visant la réglementation de l'importation des véhicules en Guinée. Une décision dont l'application pourrait se heurter à des hostilités sur le terrain. C'est du moins le parfum qu'on a en écoutant les membres de l'association des importateurs de véhicules dans le pays. Pour eux,
l'État devrait envisager des préalables afin d'évaluer des impacts de ce décret qui, selon eux, va considérablement ralentir leur activité déjà influencée par le coronavirus. L'État devait prendre des préalables avant même de dire qu'on va interdire les véhicules de moins de 8 ans. Les véhicules qui sont plus de 8 ans, on les a ici, les gens n'ont même pas les moyens de les acheter. À l'image de Civita, ils préfèrent la mise en place d'un service de contrôle technique des véhicules importés d'Europe. Toute chose qui pourrait leur permettre de vivre de la vente des voitures. En 2010, on vivait mieux aujourd'hui qu'en 2015, tous les Guinéens le savent. En 2020, aujourd'hui, on vivait mieux encore qu'en 2015. Ça ne s'améliore pas. Il ne faut pas qu'on se leurre. Donc en interdisant l'importation des véhicules de 6 ou 8 ans, beaucoup de jeunes se retrouveront au chômage. Dans ce parc, la plus récente voiture date de 2005. Depuis 35 ans, la famille Kaba distribue des véhicules d'occasion. Ici, les gros porteurs sont les prix brisés. Si, avec la crise sanitaire, la clientèle est réduite, pour eux, ce décret vient encore empirer la situation. Notre problème, c'est les gros engins. Parce que, par exemple, les gros engins que vous voyez comme ça, c'est dans les années 2000, 2001, 2002. Vous voyez, dans tout ça, avec le prix qu'on a ici, si on dit de remonter encore, ou bien d'envoyer les années plus que ça, 2008, 2009, 2010, ça, il faut compter dans les 800, 900 jusqu'à 1 milliard 500 millions. Et ben, si on nous dit d'envoyer les véhicules moins de 5 ans, ce ne sera pas facile. On ne sait pas quoi faire maintenant, franchement. Ces distributeurs locaux souhaitent une rencontre avec les autorités du pays pour une franche discussion. Mais le hic, ils ne savent même pas qui est leur véritable interlocuteur. Deux présumés escrocs ont été présentés à la presse ce jeudi à Conakry. L'un se présente comme un officier de l'armée guinéenne et l'autre comme un gendarme. À travers des modifications et des ruses, ils ont réussi à escroquer plusieurs citoyens. C'est la brigade de recherche de Matam qui a mis le grappin sur eux. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. Selon la brigade de recherche de Matam, cet instituteur d'une 50aine d'années se serait fait passer pour un haut gradé de la gendarmerie nationale. Il a ainsi réussi à soutirer d'importantes sommes d'argent à plusieurs citoyens. Sa stratégie, il promet à ses victimes leur intégration à la fonction publique. Lorsque leurs appels sont devenus incessants, il leur a demandé d'attendre la mise en place du nouveau gouvernement. Il m'a dit tout simplement, non, le Premier ministre vient d'être nommé, donc ils n'ont qu'à attendre le gouvernement. Et donc moi, je ne peux pas envoyer les enfants là au camp comme ça, les abandonner. Et tu as vu comment Dadis avait envoyé les gens à Kalia et finalement on les a fait sortir. Quand je l'ai attrapé, bon, les gens ont commencé à s'appeler et il y a eu beaucoup de plaintes. Il y a 31 millions que j'ai entendus, 24 millions des autres. Il y en a assez. Moi personnellement, c'est 22 millions. L'instituteur interrogé nie le délit d'usurpation de titres et de fonctions. Il reconnaît tout de même l'escroquerie. Donc vous les avez escroqués? Effectivement, là je reconnais. Mais dire que j'ai dit ça, c'est ça, c'est faux, mon frère. Effectivement, je les ai escroqués, mais je ne les ai jamais dit que je travaille dans tel lieu. C'est faux. Quand quelqu'un te doit, il ne faut pas mentir sur lui. Cet autre citoyen se faisait passer pour un officier de l'armée guinéenne. Une perquisition à son domicile a permis de trouver des pièces à conviction. 2 cartes d'identité militaire, 2 cartes d'identité civile, une carte consulaire, une photo sur laquelle il arbore l'uniforme militaire, le camouflage, avec le grade d'adjudant-chef et un béret rouge, d'autres effets militaires et plusieurs dossiers appartenant aux civils qu'il a escroqués en leur promettant soit de les intégrer à la fonction publique ou dans les forces de défense et de sécurité. Parfois, il se faisait même passer pour la garde rapprochée de personnes haut percées de l'État pour attirer ses victimes. Sur l'origine de cette tenue militaire et les pièces d'identité, le suspect est resté évasif. Il doit être déféré devant le tribunal militaire. L'instituteur, quant à lui, est déféré devant le TPI de Mafanko.
Parlons à présent littérature dans ce journal Voyage initiatique. C'est le titre d'un nouveau livre présenté ce mercredi par la maison d'édition Harmattan Guinée. Cet ouvrage de 101 pages comptabilisant 11 chapitres est de Nyankoy David Mohomou, infirmier anesthésiste qui dévoile le courage d'un homme complètement perdu. Sa famille, ses amis et collaborateurs ont assisté à la cérémonie de dédicace. Marissa Kamara, Aboubakar Keke Bangoura. De la fiction, de l'authenticité, du réalisme, mais surtout l'éducation. Voyage initiatique aborde plusieurs thèmes. Son auteur met en évidence les difficultés rencontrées par les jeunes dans un voyage lointain, dans lequel ils parviendront à survivre malgré la misère et la tristesse. Cet ouvrage, en fait, ça parle du parcours d'un jeune homme qui est le héros du livre, Koulagwe qui vient de la langue Pelé, une langue du sud-est de la Guinée, communément appelée Guinée forestière. En fait, Koulagwe, son parcours, sa vie a connu beaucoup d'épreuves. L'auteur David Mohomou n'hésite pas de faire la comparaison entre son pays d'origine et son pays d'accueil, le Sénégal. Cet ouvrage, avec ma vie, je disais que l'ouvrage est écrit avec de fiction, mais également avec quelques relents d'authenticité. Il y a quelques réalités qui me regardent, parce que si j'essaie de faire une petite comparaison entre le système éducatif du Sénégal et celui de la Guinée, il faudrait que ça vienne de moi, parce qu'il faut connaître d'abord le système guinéen et en même temps le système sénégalais pour pouvoir faire cette petite comparaison. L'auteur encourage les jeunes à faire de leurs difficultés une force mentale qui va les permettre de surmonter tous les obstacles qui se présentent devant eux. Il faudrait que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que s'ils sont dans de telles situations, ils sont les premiers ou ils seront les derniers à pouvoir subir. Il faudrait qu'ils comprennent que derrière les difficultés de la vie, en fait, il peut y avoir une préparation à l'harmonie et le bonheur. Cet ouvrage est le premier roman de l'auteur. Il promet d'en faire bien d'autres. Voyage initiatique. Voyage, vraiment il a voyagé. De la littérature à la musique, le pas n'est pas si loin. Et justement, parlons de la musique. L'artiste de la musique urbaine Alassane Silla, alias King Alasco, se produit le 14 février prochain sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'est le premier album. Il est intitulé Alan Wali. En prélude à cette dédicace, King Alasco, en compagnie de sa structure de management, Meurt Libre Prod, et ses fans étaient face à la presse donc ce jeudi pour annoncer les couleurs. Le compte-rendu de la rencontre est signé Dina Bangoura et Lamine Silla. À travers des titres qui l'ont fait briller dans le monde, tels que Bonbon Kolo, Fayana Fafi et Kobolé, ce chanteur d'Idelson de la musique urbaine de Guinée a conquis le cœur des mélomanes à travers ses différentes chansons et son style personnel. King Alasco, que les fans considèrent comme un adulte, rassure quant aux grandes surprises le 14 février. Plein de choses qu'on a préparées. Je vais mettre beaucoup de feu. C'est un concert 100% live. Et il y a des gens qui doivent faire le live pour moi. Ils doivent venir du Sénégal. Et il y a Thion Debit avec son équipe qui doit faire du live pour moi, qui doivent bientôt venir dans quelques semaines. Et ça va être du lourd. La structure de management Meurt Libre Prod est assurée du talent du jeune artiste qui passe à la vitesse supérieure. Jeune, il a commencé la musique, il avait moins que 12 ans je pense, quand il est venu chez nous. Aujourd'hui, il a fini l'université, il va sortir son premier album, il faut l'épauler, il faut le pousser parce qu'il est pétri de talent. J'insiste sur le mot, il est pétri de talent. Et aujourd'hui, il est important pour nous que la Guinée soit compétitive sur le plan mondial musicalement. On a déjà les aînés qui font beaucoup. Aujourd'hui, on a besoin de la relève aussi pour continuer le combat. Âgé d'une vingtaine d'années, King Alasco est auteur de 15 titres. Il promet de répondre à l'attente du public.
C'est juste un avant-goût, donc je compte sur tout le monde, sur tous mes fans, sur les Guinéens de venir me soutenir le 14 février. Ça va être de lourd, Inch'Allah. Présent à la conférence, Sanusi Bantamassour exhorte les promoteurs culturels à la valorisation du talent des artistes guinéens. Le rendez-vous est donc pris pour le 14 février au Palais du Peuple, un jour qui coïncide à la Saint-Valentin, la nuit des amoureux. Bonne chance à l'artiste King Alasco pour cette première expérience. Voilà qui nous conduit à la rubrique sport de ce journal. Le Sili local s'apprête à disputer son deuxième match du CHAN 2021. Le technicien guinéen Kamfouri Lapé Bangoura et son équipe s'entraînent activement pour sa deuxième sortie au championnat d'Afrique des Nations. Et puis depuis quelques mois, la Fédération guinéenne de basketball est plongée dans une crise sans précédent. Ce après la réélection du président Sakoba Keita contestée par une fraction du monde du basketball. Toute l'actualité sportive est décryptée ici par Alseni Badé. Suivez. Le Sili local s'apprête à disputer son deuxième match du CHAN 2021. Le technicien guinéen Kamfouri Lapé Bangoura et son équipe s'entraînent activement pour sa deuxième sortie au championnat d'Afrique des Nations. Les deux joueurs absents pour cause de blessures, Oumar Yansani et Moussa Kondé, retrouvent leurs sensations. Les deux joueurs se sont normalement entraînés. Le Sili local de Guinée jouera contre la Zambie samedi 23 janvier à 16h au stade de Limbé. Un match que la sélection guinéenne doit absolument gagner pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Et puis, Yagouba Nyanyabari caracole seul en tête du classement des meilleurs buteurs du CHAN 2021 grâce à son doublé inscrit face aux braves Warriors de la Namibie 3-0. Nyanyabari reste leader avec 2 buts marqués à l'issue de la première journée de la phase de poule qui s'est achevée mardi dernier. Au total, 9 buts ont été inscrits au cours des 8 premières rencontres du championnat d'Afrique des Nations, soit une moyenne de 1,12 buts par match. Les Éléphantaux de Côte d'Ivoire sont rentrés de leur expédition togolaise où ils ont été sacrés champions du tournoi UFOA B. Ils ont à la clé un ticket pour la prochaine édition de la CAN U17. Les cadets ivoiriens ont été accueillis au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre des Sports, Dagno Claude Paulin. Le trophée des héros de Lomé a été présenté au Premier ministre Ahmed Bakayoko ce mercredi. Depuis quelques mois, la Fédération guinéenne de basketball est plongée dans une crise sans précédent. Ce, après la réélection du président Sakoba Keïta contesté par une fraction du monde du basket. Du coup, ce sont deux fédérations qui se partagent la scène nationale du basketball guinéen et celle dirigée par Sakoba Keïta semble être légitime aux yeux de certains observateurs et même des dirigeants de l'instance fêtière. Le camp Sakoba se dit légitime devant les autorités sportives du pays et même des instances internationales. Dans ce imbroglio qui divise les professionnels du basketball, Sakoba Keïta estime qu'il est inadmissible d'avoir deux fédérations dans un même pays. Bon, ça, ces propos-là, moi, je le tiens toujours de vous, journalistes, deux fédérations. Dans aucun pays du monde, il y a deux fédérations. C'est même une grosse... bon, je n'aimerais pas commenter, mais c'est unique à vous. On joue des Coupes d'Afrique, on a été 3e du monde. Des gens qui font une compétition dans une cour d'école, vous appelez ça une fédération. Bon, moi, j'évite chaque fois de remuer le couteau dans la plaie. On est reconnu par la FIBA Afrique, FIBA Monde. On est reconnu par notre comité national olympique. Mais dites-moi, ces dissidents, ils sont reconnus par qui? Mais je ne sais pas, par vous. Pour le président de la Fédération guinéenne de basketball, il n'existe qu'une et une seule instance chargée de gérer cette institution pour l'heure. Le ministère des Sports donne une seule délégation par fédération. Donc il y a une seule et unique fédération jusqu'à date. C'est possible que ça change, mais à date, il y a une fédération et il y a des dissidents. Ces dissidents, c'est vrai qu'il ne faut pas le cacher, mais dissidents, quelques clubs. On a tendu la main à ces clubs. De l'autre côté, le président de la commission compétition de la fédération conduite par Amadou Tafsir Camara s'oppose à un mandat de plus pour le président Sakoba Keïta. Nous, la tête de quelqu'un ne nous intéresse pas. Nous, c'est les textes qui nous intéressent. Comme il est dit dans ce texte, à son article 37, le bureau sortant a été mis en place depuis 2011. Donc en 2015,
le même bureau a renouvelé son mandat, et ce qui les a conduits jusqu'à fin 2019. Les conditions normales, ce bureau pour nous ne doit plus exister. Mais si... Dans l'insistance, Sakoba Keita loue les efforts que la Fédération guinéenne de basketball a consentis depuis qu'il est à la tête de cette instance. 12 clubs en Ligue 2. On a 6 clubs qui jouent la Ligue 1. On a autant chez les dames. Donc je veux dire, tout va très bien. La Guinée vient d'une Coupe d'Afrique que vous avez suivie au Caire. On a été 4e. On a battu le Mali. On a joué cette année le Sky Challenge. On a été 3e mondial. Nulle part dans le monde, la Guinée, une discipline a eu un rang de... Merci à Alceni Baldé pour ces infos sportives. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Merci également aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Je vous retrouve demain au compte du 22h. Excellente soirée à tous sur Espace TV.